On va résumer le chapitre 38 du livre La promesse de l'aube de Romain Gary. Donc il commence ce chapitre en nous parlant des lettres qu'il reçoit de sa mère. Les lettres, elles arrivent clandestinement par la Suisse. C'est une amie de sa mère qui les expédie. Donc dans ces lettres, Romain Gary y retrouve le style passionné de sa mère qui lui raconte qu'elle est terriblement fière de lui, qu'on parle de lui partout, que ses exploits sont racontés dans tout Nice, qu'elle est retournée voir ses professeurs et que c'est lui qui bombarde les ennemis, c'est lui qui abat les avions ennemis en plein ciel. Enfin, il est sur tous les fronts, il est merveilleux, il est resplendissant. Et Romain Gary qui reçoit tout ça, il dit, bon, bah, je connais ma mère, je connais son caractère. À mon avis, chaque fois qu'elle entend qu'un avion anglais ou français a accompli une prouesse, elle considère que c'est moi qui suis à l'intérieur. Et il dit de toute façon, ça lui fait du bien au moral de lire les lettres de sa mère, parce qu'elle écrit «Mon fils glorieux et bien-aimé». Elle lui dit c'est bien que tu ne cites pas ton nom devant les journalistes, parce que tu pourrais avoir des ennuis. Et lui, ça l'amuse, il trouve que de voir sa mère qui a tellement confiance en lui, et en plus avec son caractère passionné, ça le rend heureux, ça lui remonte le moral. Mais en même temps, il y a un autre aspect, c'est que ça met encore plus en lumière la différence entre ce dont sa mère rêve et la réalité. Parce que la réalité, c'est qu'il n'accomplit pas d'exploit et en plus, il ne pilote quasiment jamais. Il a quelquefois l'occasion de monter dans un avion, mais une fois, il se prenne une tempête de sable et du coup, l'avion s'écrase, il fait un trou de 1 mètre dans le sable. Lui et l'autre qui pilotait, parce que c'était même pas lui qui pilotait, il avait juste le droit de monter à côté, sortent sans une égratignure et le résultat c'est que l'armée est particulièrement fâchée parce qu'il manque de matériel, l'avion est bousillé, mais par contre il manque pas d'aviateurs et finalement la vie d'un aviateur vaut moins que le prix d'un avion. Il raconte un épisode qui est assez triste où ils partent du Nigeria, ils passent au Tchad, au Soudan, en Égypte parce qu'ils font des convoyages d'avions. En fait, apparemment, si j'ai bien compris, les avions, ils sont en pièces détachées dans des caisses et il les livre à des endroits où ils sont assemblés pour faire des avions. Et donc lui, il participe au transport de ces caisses-là. Et en fait, il raconte que à un moment, son avion s'écrase au nord de Lagos. Et il dit qu'il s'en est tiré sans aucune égratignure, alors que le pilote qui était néo-zélandais et un autre navigateur ont été tués. Mais il ne peut pas dire qu'il s'en est bien tiré, parce qu'en fait, il est resté, je sais plus, quelque chose comme 53 heures dans la brousse, et il dit, on ne se réalise pas comme le corps d'un homme, c'est grand, tant qu'on n'a pas creusé la terre pour l'enfouir avec ses propres mains. Et là, il a l'impression qu'il devient complètement fou parce que les corps se décomposent. Il dit que les visages sont... Il y a un visage qui est troué parce que dans l'accident, il a eu le visage qui a été troué. L'autre a la tête écrasée. Il dit que c'est des images qui l'ont marqué à vie et qui sont horribles. Et dans le récit, il parle surtout des mouches qui se reposent sur le cadavre à chaque instant, qui se posent sur lui pendant qu'il creuse. Et il devient fou avec ces mouches. Il raconte les couleurs et il dit, on n'imagine pas à quel point les mouches peuvent décliner le bleu et le vert et à quel point ça ressort sur un beau rouge. Il dit c'est quelque chose d'assez effrayant. Et c'est un petit peu étrange, cette façon qu'il a de raconter, de parler de la couleur, alors qu'en fait il vit quelque chose d'absolument horrible. C'est les mouches sur le sang de gens qu'il a connus, et lui il lutte pour essayer de les enterrer, et il dit que finalement, à certains moments, il retourne dans la carlingue de l'avion et il prend des oranges, parce qu'ils avaient des oranges à bord, et il jongle avec les oranges. Il dit, c'était pas tellement pour me maintenir en santé mentale, pour ne pas devenir fou, c'était aussi parce que face à tant d'horreur, il a dit je ne pouvais rester vivant qu'en ayant du style. Il a peur de perdre en fait sa dignité. Et il raconte que quand enfin il y a des avions qui sont venus le secourir, il s'était enfermé dans la carlingue de l'avion qui était écrasé. C'était en pleine chaleur au Soudan, il faisait une chaleur pas possible, il était quasiment mort de soif et déshydraté. Et il dit mais au moins je n'avais aucune mouche sur moi. Et finalement, il dit que ça s'est passé comme ça tout le long de la guerre. Chaque fois qu'il s'élançait dans le ciel le rejetait au sol avec fracas. Ensuite, ils sont envoyés avec certains camarades à Bangui, où ils sont censés défendre un territoire. Mais le territoire n'est pas attaqué. Il dit la seule chose qui risquait d'attaquer ce territoire-là, c'était des mouches. Et du coup, c'est tous des jeunes gens qui sont là-bas et qui meurent d'ennui. Et du coup, il y en a qui sont vraiment morts réellement parce que qu'est-ce qu'ils font ces jeunes têtes brûlées qui n'ont rien à faire de leur journée? Ils font des conneries pour essayer
d'attirer l'attention. Alors il y en a qui sont rigolotes comme conneries. Par exemple, ils organisent une manifestation où ils demandent à la population locale de partir avec eux avec des pancartes sur lesquelles il y a écrit «Les civils de Bangui disent, les aviateurs au front». Ou encore, par exemple, ils lancent des bombes de plâtre du haut de leurs avions sur le palais du gouverneur. Ça, c'est leur façon d'attirer l'attention parce qu'ils veulent partir à la guerre. Jusque-là, c'est plutôt rigolo, mais il raconte aussi, par exemple, à un moment, qu'il a un ami et lui qui montent dans un avion et qui s'amusent avec leur avion à charger les troupeaux d'éléphants en volant au ras-motte. Sauf qu'au bout d'un moment, ils percutent réellement un éléphant. Et du coup, il y a un homme qui meurt. Lui, il est complètement cabossé dans la carcasse de l'avion. Et quand il sort de sa carcasse, il y a un garde forestier qui le frappe à coups de crosse avec son fusil et qui le bat carrément. Et il lui dit: «On n'a pas le droit de traiter la vie comme ça». Parce qu'évidemment, il y a un jeune homme à côté de lui qui est mort, un éléphant aussi au passage. Et le garde-chasse, il est choqué de voir ces jeunes qui se comportent comme des têtes brûlées, qui font n'importe quoi. Et Romain Gary, qui était très jeune à cette époque, il dit que ça l'a marqué à vie, cette réflexion. Ensuite, en 1941, il a une typhoïde, c'est une maladie dont je ne connais pas les détails, qui manque de le tuer, on lui donne l'extrême onction, et puis on finit par dire qu'il va peut-être s'en sortir, mais qu'il restera fou à vie. Donc il dit qu'il s'en est sorti, hein. Après à chacun d'apprécier s'il est resté fou à vie ou pas. Ensuite, ils sont envoyés à Khartoum, mais ils arrivent après la bataille. Il dit que la seule chose qui reste, c'est quelques volutes de fumée qui s'envolent au-dessus des avions écrasés. Donc ils ont un très grand sentiment de frustration et de honte. Il raconte qu'il y a 2 boîtes de nuit dans la ville dans lesquelles ils se rendent régulièrement. Dans ces 2 boîtes de nuit, il y a des troupes de danseuses hongroises qui étaient en Égypte. Et elles ont été surprises là-bas parce que leur pays est passé dans le clan de l'Allemagne. Donc du coup, elles ont été faites prisonnières, même si elles n'avaient rien à voir. Et elles ont été expédiées du coup au Soudan pour tenir compagnie aux soldats. Et il dit quand même que c'était assez triste de voir ces pauvres jeunes filles qui, sous le soleil horrible qu'il y avait là-bas au Soudan, maigrissaient à vue d'œil. Et lui, il se retrouvait là-bas coincé. Et il disait que finalement, et c'est le sentiment global de tout ce chapitre, ce qu'il a le plus ressenti, c'est un sentiment d'impuissance, d'être écarté du combat. Et c'est la fin du résumé du chapitre 38. On va résumer le chapitre 39 du livre La promesse de l'aube de Romain Gary. C'est un chapitre qui est assez court, on va le résumer rapidement. En fait, il raconte sa vie à Bangui. Donc il était là-bas logé dans un bungalow. Il se rendait régulièrement le soir à la terrasse d'un cercle, c'est-à-dire d'un café, qui était face au Congo. Et il y avait un seul disque qui passait là-bas, c'était Remember Our Forgotten Men. C'est drôle parce que je suis en train de lire en parallèle le livre de Romain Gary qui s'appelle Les racines du ciel, et c'est très précisément le décor dans lequel se passe ce livre. Du coup, je découvre en lisant ce chapitre qu'il a réellement vécu à cet endroit. Après, le reste est romancé, évidemment. Donc, pour en revenir à notre résumé, il était là-bas dans ce fameux café et il a vu passer une fille qui s'appelait Louison et qui avait 16 ans. Elle était infiniment belle. D'ailleurs, il commence son chapitre en disant je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir écrire parce que je ne peux pas restituer la totalité de ce que j'ai ressenti et à quel point Louison était belle. Donc, en tout cas, il va voir la famille de la jeune fille, il l'épouse et elle vient vivre avec lui dans son bungalow. Elle se met à tousser et lui est très vite inquiet parce que, en gros, il trouve que c'est trop beau pour être vrai et que sa beauté fait qu'elle va sûrement, qu'elle est en danger en fait. Bref, il l'envoie voir un médecin pour cette toux, mais la toux n'est rien. Par contre, elle a une tache et ça c'est beaucoup plus grave parce qu'elle a la lèpre. Donc le médecin qui s'appelle Vigne lui demande de se séparer de Lison, il refuse et il continue à la garder, à dormir toutes les nuits avec Louison dans ses bras. Mais un jour, quelqu'un vient le voir en lui disant qu'il pourrait envoyer Louison à Léopoldville ou à Brazzaville, je sais plus, je ne sais même pas où sont situées ces villes-là. Bref, elle doit partir dans une autre ville pour se faire soigner. Donc elle part en avion et c'est une liaison par avion qui a lieu tous les 15 jours et il est prévu que Romain Gary la rejoigne 2 semaines après. Donc il souffre énormément de son absence. Et il y a pas mal de problèmes dans les avions. Il y a des avions qui s'écrasent. Il fait encore la liste avec des noms de personnes qui meurent dans ces crashs à chaque fois. Lui, de son côté, il a encore une autre maladie, la typhoïde, je pense.
Il dit que d'un côté, au moins, ça lui fait passer une semaine pendant laquelle il se morfond pas trop de l'absence de Lison. Et puis ensuite, il est expédié en Libye et il n'arrête pas de demander sans arrêt des nouvelles de Lison, mais la hiérarchie ne lui répond pas. Il ne le dit pas vraiment dans son texte, mais on a quand même l'impression qu'elle est morte. D'ailleurs, l'administration lui fait passer un test pour voir s'il n'a pas la lèpre, et effectivement, il ne l'a pas, mais du coup, ça laisse supposer qu'eux savent ce qu'est devenu Lison, mais qu'ils ne veulent pas lui dire. En tout cas, ils savent qui elle est et ils savent quelle maladie elle avait. Le chapitre se termine comme ça, et je vais relire la dernière phrase de ce chapitre, parce que je trouve qu'elle est très jolie. Donc je cite, « Ce que je veux dire, c'est qu'elle avait des yeux où il faisait si bon vivre que je n'ai jamais su où aller depuis. » Fin du résumé du chapitre 39. On va résumer le chapitre 40 de la promesse de l'aube. Donc au début de ce chapitre, Romain Gary est avec un paquet de lettres qui lui viennent de sa mère. Les lettres sont de plus en plus courtes et sa mère ne s'inquiète pas qu'il n'ait pas donné de nouvelles pendant 3 mois, donc il est un petit peu surpris. Mais il se dit peut-être que simplement elle a dû se dire que c'était des problèmes d'acheminement des lettres et que c'est pour ça qu'elle en recevait plus. Et il est donc dans un café avec son paquet de lettres et il y a une des fameuses danseuses hongroises qui vient lui parler. Elle est avec l'un de leurs adjudants-chefs et elle vient vers lui juste pour lui faire la conversation et elle le trouve avec son paquet de lettres. Donc elle lui demande, en partant du principe que c'est certainement son amoureuse, « Est-ce qu'elle t'aime ?» Alors lui, il dit « Ah oui, ça c'est certain. » Et il dit « Et toi, est-ce que tu l'aimes ?» Et là, il dit « Bah moi j'ai fait le dur, le tatoué. » J'ai répondu « Oh, une de perdue, 10 de retrouvée. » Et donc la jeune femme hongroise lui dit « Mais est-ce que tu n'as pas peur qu'elle te trompe ?» Et lui, il dit « Bah non, j'ai pas peur. » Et elle dit « Oui, mais si ça durait des années. » Il dit « Non, j'ai quand même pas peur. » Et elle lui dit « Tu sais, il faut pas rêver, on laisse pas une femme seule pendant des années sans qu'elle ne se mette à aimer quelqu'un d'autre. » Et là, il répond « Eh ben, figure-toi que moi, j'ai vu ça de près. J'ai connu une femme qui est restée des années et des années sans homme, juste pour l'amour de quelqu'un. » Et là, il parle bien évidemment de sa mère, qu'il a aimée lui. Bon, ensuite, il y a tout un passage où il raconte quand il a été malade. Alors, je ne suis pas plus fan de médecine que je ne suis fan de guerre, donc je vais résumer en une seule phrase, il a été très malade. Je ne vais pas faire la liste de tous les trucs qu'il a eu, mais il a failli mourir. Il y a une seule chose qui est un peu rigolote, c'est qu'il parle d'un ami à lui, qu'il a revu des années après, et qui lui a dit d'un air un petit peu moqueur, que c'était dégoûtant de voir quelqu'un s'accrocher comme ça à la vie, parce qu'il était très malade, mais il continuait quand même à vivre, et tout le monde pensait qu'il allait mourir, le cercueil était prêt, etc. Et il dit, il s'accrochait à la vie comme un radin s'accroche à ses sous. Et il lui dit de lutter comme ça pour ne pas mourir, ça manquait d'élégance et de bonne grâce. Il termine en lui disant, avec un sourire moqueur, « Tu avais l'air de tenir à la vie. » Bon, et finalement, il finit par se remettre quand même, et il demande où est-ce qu'il peut repartir pour combattre. Ça fait rire les médecins, parce que les médecins sont même pas certains qu'il pourra remarcher un jour. Mais pourtant, 3 mois plus tard, il est à bord de son fameux Blenheim, donc c'est le nom d'un avion, en train de traquer les sous-marins dans la Méditerranée, donc il a enfin pu participer réellement à la guerre. Il tient pour ça à remercier un monsieur qui s'appelait Ahmed Oker, qui en échange de 5 euros a été... Pardon, je rectifie, 5 livres, il n'y avait pas encore les euros, bien évidemment. Bref, Ahmed, il a été passer la visite médicale à sa place, en fait, parce que lui, il n'était pas en état de réussir à obtenir une attestation à l'examen médical, donc il a envoyé quelqu'un d'autre à sa place. Mais par contre, quand il a fallu rejoindre le médecin-chef de la base où il voulait travailler, là, c'était plus compliqué parce qu'il le connaissait personnellement, donc il ne pouvait pas envoyer quelqu'un d'autre. Et le médecin-chef a vu qu'il avait eu son attestation, mais qu'il était quand même pas bien en point. Et c'est pour ça qu'il lui a demandé d'aller passer 3 mois en Égypte. Et il dit qu'il a passé 3 mois merveilleux là-bas, qu'il en a profité pour continuer ses écrits d'écrivain, envoyer des lettres à sa mère, etc. Et il termine en disant que la dernière lettre de sa mère lui paraît un petit peu étrange. Parce qu'elle écrit « Oh mon petit, tu dois être courageux, ne t'inquiète pas pour moi, je manque de rien, il ne faut pas avoir peur. » Et lui, cette lettre, elle l'irrite en fait, parce qu'il dit quand même « Elle devrait savoir, ma mère, que je n'ai peur de rien. » Et c'est comme ça que se termine ce très court chapitre numéro 40. Fin du résumé. On va résumer le chapitre 41 de La promesse de l'aube de Romain Gary, et c'est l'avant-dernier chapitre.
Donc maintenant, Romain Gary est vraiment au cœur de la guerre et ce qu'il fait, lui, c'est que, il chasse des sous-marins ennemis forcément, du haut de son avion et donc du coup, il lâche des bombes sur des sous-marins et il raconte en début de chapitre qu'il y avait un sous-marin italien qui était à la surface, donc en pleine vue et qu'il l'a loupé alors que c'était apparemment, très facile de la voir. Là, il dit une chose assez étonnante et je crois pas que ce soit de l'humour. Il dit, il y a de nombreux films, des romans et cetera, qui parlent du guerrier hanté par le souvenir de ce qu'il a commis et il dit: «Donc moi, je fais pas exception». Mais ce qui le hante, lui, c'est d'avoir loupé le sous-marin et c'était un sous-marin italien et il dit: «Pourtant, j'aime bien l'Italie et les Italiens». Et du coup, il se dit que c'est quand même bizarre d'avoir ce sentiment. Il est hanté par le fait qu'il n'a pas tué et qu'il considère que ce fait d'avoir des ressentiments, de ne pas avoir osé le faire, ça ne va pas avec ce qu'il imagine être une belle nature. Et donc, comme il est surpris de faire des cauchemars de n'avoir pas tué, il se dit peut-être que c'est un mauvais homme et que les autres sont bons. Et qu'il se raccroche à ça parce qu'il a besoin, par-dessus tout, de croire en l'humanité. Bon, nous, on peut se dire que c'est parce que peut-être c'est déjà un jeune homme, il était tout jeune à cette époque, qu'il a été élevé par sa mère qui le pousse à faire des choses glorieuses et qu'il a ce tempérament de toujours vouloir tout réussir. Donc c'est peut-être pour ça qu'il s'en veut de ne pas avoir fait couler ce sous-marin italien. Mais lui, il s'en veut doublement. Il s'en veut de ne pas avoir tué les Italiens et en plus, il s'en veut de s'en vouloir pour ça parce qu'il trouve quand même que on n'est pas censé faire des cauchemars pour les gens qu'on n'a pas tués. Donc, il est dans une base aérienne qui s'appelle Hartford Bridge. Et là-bas, il y a des baraques en tôle et ils dorment dans des baraques en tôle. Et là-bas, il écrit son livre Éducation européenne. Et en fait, il fait tellement froid qu'il se couche avec ses bottes aux pieds et avec son manteau et c'est dans son lit avec des gants qu'il écrit ce fameux livre. Encore une chose qui est rigolote, il dit du coup, dans ces circonstances, j'avais pas de mal à reconstituer l'atmosphère des plaines enneigées de Pologne. Je n'ai pas lu Éducation européenne, mais visiblement, il se passe dans les plaines enneigées de Pologne. Bon, entre-temps, il y a toujours des gens qui meurent, il y a des gens avec qui il part, et quand il revient, eh ben, ces gens-là sont morts. Il dit qu'il arrive le jour où tous les gens qu'il a connus, qui sont arrivés avec lui en même temps en Angleterre, à l'époque où ils ont quitté la France en fraude, et ben, de tous ces gens-là, il reste plus que 6 personnes. Et parfois, ils se regardent entre eux en silence. Donc, il termine son manuscrit de Éducation européenne et il l'envoie à quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît H.G. Wells. Bon, moi, je ne connais pas H.G. Wells, mais ça doit être quelqu'un de connu dans le monde de l'édition. Et un jour, il reçoit un télégramme en disant que quelqu'un veut traduire son roman et le publier en anglais. Donc, évidemment, il est très content. Il envoie la nouvelle à sa mère et il attend sa réponse avec impatience. Et il est un peu surpris parce qu'en fait, elle n'est pas du tout contente, elle en parle même pas. Et du coup, bah, lui, il est tout de suite très embêté et il se dit que sa mère, elle doit être inquiète pour la France et elle doit attendre que son fils accomplisse des faits de guerre, pas de la littérature. Il dit que c'était pas de sa faute s'il n'accomplissait pas des faits de guerre brillants, parce que lui, il était au rendez-vous chaque fois, tous les jours dans le ciel, il faisait tout ce qu'on lui demandait, mais ce qu'on lui demandait, c'était par exemple de bombarder des points ennemis, et c'était pas des choses exceptionnelles dont on parlait dans les journaux. Il commence à avoir du succès en Angleterre avec la publication de son livre Éducation européenne. Il y a même des journalistes qui viennent le photographier à un moment quand il descend de l'avion, donc il est très fier. Il est invité par Madame Eden, qui est la femme du ministre britannique, à prendre le thé. Et il dit qu'il fait bien attention à ne pas décoller son petit doigt, parce qu'il a pris des cours de maintien, on se rappelle, quand il était tout petit, au cas où il boirait le thé chez des personnalités importantes. Donc c'est rigolo, parce que ça commence quand même à être un petit peu le retour de toute la peine que s'est donnée sa mère. Enfin, il est invité chez la femme du ministre. Et là, il se passe un grand fait de guerre, et c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il va recevoir la Croix de la Libération, donc je vais le résumer. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas extrêmement fan des romans de guerre, alors je vais essayer de le faire le plus précisément possible. Donc ce qui se passe, c'est que le pilote dans l'avion où il est reçoit ils se font tirer dessus en fait, et il reçoit des éclats de plexiglas dans les yeux. Et d'un coup, il dit dans sa radio aux autres copilotes qu'il est aveugle et qu'il ne voit plus rien. Et donc les deux autres, ils ne peuvent pas aller vers lui parce qu'apparemment, ils sont séparés dans des compartiments différents, ils ne peuvent que se parler.
Lui, apparemment, son travail, c'est de lâcher les bombes. Et finalement, donc, ils sont sur leur trajectoire et ils se disent, de toute façon, au point où on en est, on va sûrement tous mourir. Donc, au moins, on va aller jusqu'au bout et on va lâcher les bombes sur notre cible. Donc, ils arrivent sur leur cible, ils lâchent les bombes et ils décident, à partir de là, de laisser s'écraser l'avion et de tous sauter en parachute. Sauf que le pilote aveugle ne peut pas sauter en parachute parce que sa porte a reçu des balles ou je ne sais pas quoi, des éclats de bombes ou je sais pas quoi. Et du coup, sa porte ne s'ouvre plus. Et j'ai oublié entre-temps que Romain Gary s'est fait tirer une balle dans le bas du dos. Et donc lui, son pantalon est plein de sang gluant, ça lui donne envie de tourner de l'œil. Et comme le pilote ne peut pas ouvrir la porte de son avion pour pouvoir sauter, les deux autres eh ben, sont obligés de rentrer avec lui à la base parce qu'on ne peut pas abandonner une personne dans le ciel, hein, c'est une équipe. Et il entend à un moment le pilote qui est persuadé qu'il va mourir et qui dit Oh Jésus, Marie, Joseph, protège-moi. Et Romain Gary, il dit que ça, c'était quand même pas très sympa parce qu'il aurait pu utiliser le pluriel et dire protégez-nous tous. Je ne sais pas si c'est une plaisanterie ou s'il l'a vraiment pensé. Donc tout ça pour dire qu'ils réussissent à retourner à leur base et à se poser. Apparemment, ils loupent 3 ou 4 fois la piste, mais ils réussissent quand même à se poser uniquement en guidant un pilote aveugle à la voie. Et c'est comme ça qu'il reçoit la croix de la libération. Donc il en parle de cette distinction. Il dit que déjà elle aura été épinglée sur sa poitrine quelques mois plus tard sous l'Arc de Triomphe par le général de Gaulle. On aura compris en lisant ce livre qu'il adorait le général de Gaulle. Et en même temps, ce livre, il a été écrit longtemps après, à peu près 20 ans, parce qu'il avait 20 ans au moment où se déroulent les faits et qu'il en a 40 quand il écrit. Et il dit une chose qui est très étrange, parce que même moi, je ne me rendais pas compte que le temps passait si vite. Il dit qu'autour de lui, maintenant, quasiment plus personne ne sait ce qu'est la croix de la libération. Et c'est une récompense très prestigieuse. Il dit qu'ils sont 600 dans le monde à l'avoir reçue. Et il dit finalement, je vais lire le passage, comme ça vous l'aurez en tête. Donc il dit que les gens ont oublié ce qu'est la croix de la libération, et il dit, il est bon qu'il en soit ainsi, alors que tout à peu près a été oublié ou galvaudé, il est bon que l'ignorance préserve et mette à l'abri le souvenir, la fidélité et l'amitié. Donc il y a plusieurs façons d'interpréter ce passage, et c'est très intéressant parce que c'est en lien avec la mémoire. Et ce que moi j'en comprends, c'est qu'il considère que cette croix de la libération, elle avait une grande valeur, hein, c'est des valeurs intéressantes, enfin importantes plutôt, le souvenir, la fidélité, l'amitié. Et il dit que finalement, comme à peu près tout a été soit oublié, soit galvaudé, galvaudé ça veut dire utilisé de façon démesurée, et oublié, bah, ça veut dire simplement que ça a été oublié. Et plutôt que d'avoir vécu une de ces deux choses, il dit que finalement c'est pas plus mal que la croix de la libération, les gens l'ignorent parce que ça la préserve dans un sens. Enfin, le chapitre se termine, il dit que finalement, lui, il considère qu'il n'a pas tant de mérite que ça, parce que sa mère l'avait préparé à accomplir de grandes actions et il aurait voulu en accomplir d'encore plus grandes. On voit quand même que c'est un éternel insatisfait. Et du coup, il envoie un télégramme par la Suisse, mais pour plus de sécurité, il écrit aussi au Portugal à un employé de l'ambassade et il lui demande de faire passer la lettre à sa mère à Nice. Lui, de son côté, il reçoit une lettre de sa mère. Et dans sa lettre, il dit qu'il y a un humour tendre qu'il ne comprend pas très bien. Et sa mère, dans cette lettre, elle dit qu'elle a fait une bêtise, une grosse bêtise. Et elle lui dit, il faudra me pardonner, je l'ai fait pour toi. Rappelle-toi que je t'aime, tu es un homme, tu n'as plus besoin de moi. Et lui, il dit, ma mère qui m'en a déjà fait voir de toutes les couleurs, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire comme connerie encore? Il se dit, elle m'a tout le temps fait honte, enfin souvent en tout cas. Et il se dit quelle énormité elle a bien pu faire. Il lui vient même à l'esprit qu'elle s'est peut-être remariée. Et donc c'est la fin du chapitre 41 et on va lire le chapitre 42 qui est le tout dernier chapitre. On va résumer le chapitre 42 de la promesse de l'aube qui est aussi le dernier chapitre de ce livre. Donc Romain Gary dit qu'il s'approche du mot de la fin et qu'il aimerait bien ne pas avoir le devoir de terminer ce livre. Parce qu'il aurait aimé qu'on ait le droit de dérober sa voix au cœur des vaincus. C'est-à-dire qu'il voudrait ne pas être comme tous les gens qui sont déjà, en gros, des perdants. Il commence par dire qu'il a reçu une lettre très surprenante dans laquelle il est invité à prendre un poste de secrétaire au ministère des Affaires étrangères. Secrétaire d'ambassade, hein, c'est pas juste quelqu'un qui prend des notes. Et en plus, c'est une lettre qui est écrite de façon assez personnelle, c'est pas juste un truc administratif, alors que lui, il connaissait pas de gens influents dans le civil,
Le civil, c'est en opposition à l'armée, parce qu'il connaît plein de gens dans l'armée, mais pas des gens dans le civil. Et il dit d'ailleurs qu'il ne connaît pas des gens puissants, il ne connaît même pas des gens tout court dans le civil. Et en lisant cette lettre qui est pleine de signes d'amitié presque, il est surpris qu'il y ait des gens qui puissent le connaître ou du moins l'imaginer. Et il en conclut que c'est sa mère qui est derrière cette histoire. Et d'ailleurs que ce serait pour ça qu'elle avait l'air un petit peu gênée parce qu'elle a encore une fois poussé son fils dans la lumière malgré lui. Et c'est pour ça qu'elle s'excusait dans sa dernière lettre. Donc il raconte qu'il demande à être parachuté dans le Midi pour rejoindre le maquis, mais que finalement il y a le débarquement et que finalement donc son projet de parachutage tombe à l'eau et il arrive comme ça avec tous les alliés qui débarquent. Donc tout le monde l'aide. Il cite Corniglion Molinier, moi je ne sais pas qui c'est, mais c'est certainement quelqu'un de connu et d'important, qui lui écrit qu'il doit, qui lui donne un laissez-passer, et même le général de Gaulle note mission urgente de récupération, parce que Romain Gary rentre chez lui et il va pouvoir retrouver sa mère. Et donc tout le monde l'aide à rentrer au plus vite pour pouvoir retrouver sa vieille mère. Il raconte qu'il passe de jeep en jeep avec son papier pour passer toutes les lignes, tous les contrôles. Sur la route, il croise des GI noirs. Il dit qu'ils ont un sourire tellement éclatant qu'on a l'impression qu'ils ont du soleil qui sort de l'intérieur de leur cœur. Il croise des jaunes avec un chèche. Un chèche, je suppose que c'est un chapeau. Bon, aujourd'hui, ça nous paraît un petit peu condescendant d'appeler les gens des noirs, des jaunes. Mais il ne faut pas oublier que le langage, c'est quelque chose qui évolue, et c'est très bien, parce que la langue, c'est quelque chose de vivant et qui doit évoluer, mais on ne peut pas juger du même regard le langage qui était utilisé il y a 50 ans et maintenant. Bref, du coup, il dit qu'il a vu des jaunes avec un chèche qui font cuire une vache entière. Il a trouvé le nez d'un avion planté au milieu des vignes. Enfin bon, c'est la fin de la guerre et il voit des choses complètement hallucinantes. Et surtout, il est fou de joie de retrouver sa Provence avec les oliviers, les vignes, etc. Et quand il approche carrément de la ville de Nice, là, il s'arrête de regarder autour de lui avec un air émerveillé. Et toute son attention, tout son être est complètement tendu vers l'idée qu'il va retrouver la ville de Nice, la pension Mermont et sa mère qui l'attend avec les bras ouverts. Et il dit qu'il aurait aimé pouvoir arrêter son récit ici, parce qu'il n'écrit pas pour jeter une ombre sur le monde. Mais en fait, quand il arrive à l'hôtel pension Mermont, il n'y a personne pour l'accueillir, parce qu'en fait, sa mère, elle est morte 3 ans et demi auparavant. Dès qu'il est commencé à partir pour l'Angleterre, elle savait qu'elle était très malade, et elle s'est mise à rédiger des lettres. Elle en a rédigé 250 qu'elle a données à une amie qui vivait en Suisse. Et elle a demandé à cette amie d'expédier régulièrement les lettres à Romain Gary, parce que elle pensait qu'il n'était pas encore assez fort pour tenir debout tout seul. Et lui-même, il dit que toutes ces lettres qu'elle lui envoyait, c'était comme un cordon ombilical qui nourrit un bébé, et que dans le fond, c'était grâce au lien qu'il avait avec sa mère qu'il a trouvé la force de se battre et de vivre. Donc il revient sur sa vie d'adulte. Il y a quelque chose que j'ai pas du tout compris. Si vous voulez, vous pourrez relire le chapitre. Je ne sais pas pourquoi à un moment, il dit « j'ai 8 ans ». Bon, ça, j'ai pas compris, donc je suis désolée, je ne peux pas l'expliquer. Parce qu'en plus, c'est même pas dans un passage où il parle de son enfance. Donc, je ne sais pas. En tout cas, maintenant, le livre est terminé. Il dit qu'il est allongé sur la plage de Big Sur, qu'il a des cheveux gris, mais qu'il ne le cache pas assez et qu'on ne peut pas voir qu'il est encore un enfant de 8 ans. Peut-être qu'il veut dire que, dans le fond, ce qu'il a vécu quand il était enfant compte encore aujourd'hui. C'est une interprétation. Il dit que finalement, il n'est pas si malheureux que ça, que le flambeau lui a été arraché des mains au moment où il allait arriver, parce qu'il pense à toutes les autres mains qui sont prêtes à attraper le flambeau pour l'emporter. Et il dit qu'il a peut-être manqué de fraternité en n'aimant qu'un seul être, même si cet être, c'était sa mère. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que un individu ne s'inscrit jamais que dans un groupe plus grand. Et c'est une philosophie assez positive de se dire que finalement, même si on n'accomplit pas tout, il y a d'autres personnes qui pourront le faire. Ça renvoie à un moment où il disait chaque humain, il doit porter plus loin la dignité d'être un homme, que c'est une forme de relais. Il dit qu'on peut le voir encore ôter sa veste et se jeter soudain sur le tapis. Ça, c'est encore un petit clin d'œil rigolo pour l'enfant qu'il a été, qui n'arrivait pas à gagner les autres quand il était à l'école en Pologne, et qui au moins se faisait mettre au tapis avec style. Et là, il raconte du coup qu'il reste sportif, qu'il continue à faire différents sports, mais dans le fond, c'est parce qu'il est encore l'enfant qui ne réussissait pas à gagner, c'est finalement juste un enfant qui perd. Et il dit qu'on a même fait une photo de lui sur 2 pages dans un magazine, en train de faire de l'exercice en disant qu'il était un exemple digne d'être suivi, ce qui bien évidemment l'amuse.
Il dit qu'il a continué à servir la France de tout son cœur parce que c'était tout ce qui lui restait de sa mère avec une petite photo d'identité. Il dit qu'il a été très utile au monde. Alors ça, il ne le dit pas dans son livre, mais effectivement, Romain Gary a été très utile au monde, déjà par son œuvre littéraire, qui a apporté quelque chose à plein de gens. À moi, par exemple, quand je lis Romain Gary, eh ben, je pense que ça me permet de mieux comprendre une façon de penser, de mieux comprendre un petit peu le monde. Et au-delà de moi, je pense qu'il a une résonance dans le monde entier, donc il y a quand même beaucoup de gens à qui Romain Gary a été utile. Mais c'est pas de cela dont il parle pas non plus de ses faits de guerre, il parle pas non plus de ses hauts postes à responsabilité, et il nous fait encore un petit clin d'œil dans son dernier chapitre. Il nous dit: un jour où j'étais ambassadeur en Amérique, il a servi le monde. Et qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Il a trouvé un petit oiseau-mouche qui était coincé dans le consulat, et il a ouvert la fenêtre pour le libérer. C'est encore un clin d'œil à sa fausse modestie. Je vais lire une phrase quand même parce que je trouve que c'est super bien écrit. Il dit à propos de cet oiseau-mouche: il était assis sur un coussin, minuscule et frappé d'incompréhension, peut-être désespéré et perdant courage. Il était en train de pleurer d'une des voix les plus tristes qu'il ne me fût jamais donné d'entendre, car on n'entend jamais sa propre voix. Et finalement, il continue, donc c'est la dernière page de ce dernier chapitre du livre, où il dit qu'il a quand même gardé un lien très fort avec les animaux. Il fait une allusion à son livre Les Racines du ciel en disant qu'il fait un livre sur la défense des animaux. D'ailleurs, c'est un livre qui me fait beaucoup rire, je suis en train de le lire, et je pense que s'il y a des gens qui militent pour Extinction Rebellion, ça vaut le coup d'aller le lire, et certainement que le personnage de Morel pourrait incarner un genre de figure de chef. Enfin, c'est un livre que je trouve excellent. S'il y en a qui le lisent ou qui l'ont lu, mon personnage préféré, c'est Orsini. Parce que détestable à ce point, c'est quand même exceptionnel. Donc il dit aussi qu'il n'a pas perdu l'espoir. D'ailleurs, un jour, il y a un lézard qui est monté sur lui, et au moment où le lézard qui se baladait partout, donc lui ne bougeait pas immobile parce qu'il était content d'avoir un contact avec un animal, au moment où le lézard a approché sa tête de son oreille, il a eu l'espoir pendant un instant que le lézard se mette à parler. Il dit ça pour montrer qu'il a encore de l'espoir. Et le livre se termine avec une boucle sur le premier chapitre, où il dit que la plage est maintenant entièrement déserte, même les phoques se sont tus, et lui il est couché sur le sol, et il continue à espérer que l'un des phoques va s'approcher contre sa joue ou dans le creux de son épaule, et va lui tendre un museau affectueux. La dernière minuscule phrase de ce chapitre, c'est « J'ai vécu ». Voilà, ça va me faire un petit peu vide la fin de la lecture de ce grand roman. Je suis très très contente d'avoir pu la partager avec plein de gens qui l'écoutent, qui m'ont encouragée à poursuivre la lecture, qui m'ont donné leur avis sur ce livre ou sur d'autres sujets. Je suis très contente aussi de constater que donc la chaîne YouTube sur laquelle je partage mes lectures, il y a plein de gens qui se sont abonnés. Ça me donne le sentiment qu'il y a une petite communauté fan de littérature et je suis très heureuse d'en faire partie. Donc merci à tous ceux qui interagissent autour de ces lectures, ça me touche et ça compte beaucoup pour moi. N'hésitez pas à venir raconter ce que vous avez envie de partager au sujet de ce livre, d'autres livres ou même d'autres sujets. C'est un très grand plaisir pour moi de partager ces moments avec vous et à très bientôt dans la lecture d'autres romans. C'était une lecture de Littérature du soir.